Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News à la une ce mercredi soir en Australie. C'est l'invasion d'herbes mortes dans une ville australienne. Actualité en Syrie puisque 100 000 réfugiés pourraient arriver à la frontière turque si les frappes russes continuent à Alep. À l'Olympia, le concert de EODM. Prenons un instant pour nous souvenir, a dit l'une des victimes de l'attentat au Bataclan. C'était le 13 novembre dernier. Et enfin, la Norvège, une côte à tous les horizons ouverts pour nous couper le souffle. Nous découvrirons un magnifique reportage en fin de magazine. Mais tout de suite, des habitants de la petite ville australienne de Wangaratta, c'est là-bas, c'est son nom, commencent à perdre patience face au Eri panique qui signifie en français panique poilue. Ce parasite végétal touffu est une forme avec une nouée de virevoltantes herbes hautes qui envahissent tous les jardins. Voici ces quelques images. Ça m'a pris 8 heures hier pour tout ramasser. Et voilà ce que j'ai trouvé aujourd'hui. C'est frustrant de savoir qu'on va y passer plusieurs heures, et c'est toujours assez déplaisant. Et puis le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés ont demandé il y a quelques semaines à la Turquie d'ouvrir sa frontière pour tous les civils de Syrie qui fuient le danger et les combattants de la province d'Alep en quête d'une protection. Le récit de Benjamin Barth. J'étais au point de passage de Honshu Pinar, qui est le côté turc du terminal entre la Syrie et la Turquie, l'équivalent turc du point de passage de Bab el Salamé, côté syrien. Et le trafic passager entre les deux côtés de la frontière est fermé, mais ce qui était assez étonnant, le trafic routier, le fret, continue à passer. Il y a beaucoup de camions qui arrivent au point de passage, souvent remplis de produits de consommation courante, de la nourriture notamment, vers les localités de la province d'Alep. Donc en dépit des risques, évidemment, le ravitaillement de la province d'Alep continue par la frontière turque. J'ai pu parler avec le vice-président du Croissant Rouge turc qui revient d'une mission d'évaluation des besoins justement du côté syrien de la frontière, à Bab el Salamé. Selon lui, il y a 65 000 Syriens déplacés qui sont massés de ce côté-ci de la frontière, dont 15 000 qui seraient arrivés, selon lui, depuis le début de l'offensive russo-syrienne, c'est-à-dire depuis lundi dernier. Mais le vice-président du Croissant Rouge turc précise que 100 000 personnes sont massées aux abords de la ville d'Azaz, quelques kilomètres plus au sud, et que si les frappes russes continuent ou venaient à s'intensifier, ces 100 000 personnes pourraient affluer très vite sur la frontière, et donc la situation pourrait empirer très très vite. La promesse du président du gouvernement turc et même du président Erdogan, c'est que les Turcs finiront par ouvrir la frontière. Il l'a dit samedi. Et j'ai pu parler à un ministre du gouvernement intérimaire, le gouvernement d'opposition syrien, qui s'est dit confiant, qui m'a expliqué que les Turcs avaient besoin de quelques jours pour se préparer d'un point de vue logistique à recevoir cette population, mais que la frontière d'ici quelques jours serait ouverte. Maintenant sur place, les signaux qui sont envoyés par les ONG turcs qui sont déployés du côté syrien de la frontière, ces signaux vont plutôt dans le sens contraire. Par exemple, le Croissant Rouge est en train de travailler sur l'extension des 8 camps de déplacés qui sont installés du côté syrien de la frontière. Il a prévu également d'acheminer une centaine de toilettes mobiles vers Bab el Salamé pour subvenir aux besoins de la population déplacée. Autrement dit, les ONG turques ne s'attendent pas pour l'instant à ce que les déplacés de Bab el Salamé soient accueillis de sitôt en Turquie. 3 mois après
après le tragique attentat au Bataclan qui a fait plusieurs morts, le groupe Eagle of Death Metal a fait son show mardi soir sur la mythique scène de l'Olympia. Regardons ensemble, c'est lequel? Seconds of silence, please. Let's take a moment to remember, and we get back to the fun. La Norvège à la une ce soir puisque au-dessus des frontières, donc du cercle polaire arctique, dans une région pleine de surprises, se passent des choses assez hallucinantes, magiques et très émotives, comme nous montre ce reportage signé Josefa Lopez. Alors il semble y avoir effectivement un petit souci technique, m'annonce-t-on. Nous allons tout de suite voir ce très beau reportage de la Norvège, puisqu'au-dessus du cercle polaire arctique se passent des phénomènes assez inexpliqués et des phénomènes rarissimes en la nature. Reportage, Josefa Lopez. Welcome to northern part of Norway. We are now crossing the Arctic Circle. Et c'est dans le Nordland que commence notre reportage, le long de la route nationale 17, l'une des plus célèbres de Norvège. 630 km le long de la côte, longtemps seule voie de passage vers le nord du pays. Ici, les montagnes tombent dans les fjords, et il est presque rare d'y voir serpenter des voitures. Là, des rennes peuvent parfois croiser votre chemin, mais seuls les moutons créent parfois des embouteillages. Les maisons se coiffent de cheveux, et le silence est roi. Et c'est au cœur des reliefs que s'étire le deuxième plus grand glacier de Norvège, le Svartisen. Okay, come on, let's go. Une langue de glace de 370 km² où débute notre escalade norvégienne. Stay there. The name of this glacier is Svartisen, and in Norwegian, svart means the color black. So the name is the black ice. And the reason for that is not all this dust, which you can see just behind me. The truth is the fishermen who lives along the coast nearby Svartisen, they saw this blue ice and they figured out that the ice was a bit darker than the rest of the snow in the terrain, and then they just called it the black ice, Svartisen. This area has a very high amount of rain during the summer, and same during the winter. Lots of snow comes down, and that snow fill up year by year, getting heavier and heavier, and then after several years making the ice. Lots of cold winters make the glacier grow, and lots of, let's say, warm summer makes the glacier move back. Un mouvement permanent qui laisse des traces. Aux alentours, les roches sont polies par le poids de la glace
et un lac vert émeraude a peu à peu pris la place du glacier en aval. 95, 96, 97, 98, 99, 100. Wow! En longeant la route 17, les surprises ne manquent pas. Au détour d'un virage, un escalier géant de plus de 1000 marches, construit au siècle dernier par des ouvriers, habille la montagne. Plus loin, une expérience unique a vu le jour. Pendant l'été, une plage est transformée en plateforme culturelle itinérante. Concerts, bien-être, gastronomie et même le plus grand sauna de Norvège s'y mêlent dans un univers magique et préservé, illuminé avec de la chance par des aurores boréales une fois la nuit tombée. Et à quelques kilomètres le long de la côte, un petit élevage de saumon s'est installé il y a quelques années. À la fois centre de production et de recherche, il ouvre régulièrement ses portes au public pour faire découvrir son activité et faire taire les controverses qui ont parfois dégradé l'image du secteur. Avec son million de tonnes de saumon produits chaque année, la Norvège est de loin le premier producteur mondial. Alors pas question de ternir l'image de cette économie florissante. A lot of people are afraid of food safety and the production of salmon. Salmon is one of the most efficient animals to produce in the world. When you give them around 1 kilo feed, they grow around 1 kilo. So compared to pigs, it's very efficient. Dans cet élevage, le gérant le promet, pas d'utilisation d'antibiotiques, à part pour la recherche, et dans l'assiette des saumons, très peu de poissons. Et pour mieux comprendre le fonctionnement de cet élevage, direction les bassins. In this cage, it's around 100,000 salmon. They will be staying from 12 to 18 months. In the middle of the production, when the salmon is about 1.5 to 2 kilos, we split them and put them out in another cage. The rules in Norway, you can maximum have 25 kilos per cubic meters of waters, so it's not very crowded. En remontant vers Bodø, point d'étape finale de la route 17, une curiosité attire le regard, le Solstrømmen, un détroit connu pour ses courants parmi les plus puissants du monde. À certaines heures de la journée, en fonction des marées, il est possible de voir se former des tourbillons de 10 mètres de diamètre, un héritage pour certains de la mythologie nordique. Arrivé à Bodø, on aurait pu s'arrêter là. Après tout, la route 17 prenait fin. Mais ça aurait été vraiment dommage de mettre un terme à notre périple sans pousser quelques kilomètres plus au nord pour rencontrer un homme, l'un des derniers constructeurs de bateaux de pêche en bois. To build a Norlandsbåt, you have to have worked with the old boat builders and to learn the technique of understanding the shape. I think in northern Norway, we are something like 5-6 persons who try to live of it. De 15 à 55 mètres de long, toutes les tailles de bateaux peuvent être imaginées. Un héritage maritime précaire, mais que tentent de perpétuer des constructeurs passionnés. So this size of Norlandsbåt was the most common size for fishing. To build this boat was something like 6 months. On most of the coast they built traditional clinker boats. On the west coast up to the middle Norway, they used almost no colors on the boat. But then coming up to Norland, to the Norlandsbåt, they fancied color and they painted the boats in green, in white, in red, in black, blue, and they really like to show the neighbor, look at me and my boat, how pretty we are. Notre périple prend ainsi fin. On aurait pu vous parler gastronomie avec ces délicieuses pâtisseries à la cannelle qui ornent les tables, s'attarder sur l'accueil et la générosité des Norvégiens, ou faire un clin d'œil à la météo souvent capricieuse, mais il a fallu choisir, non sans peine. Max Love nous raconte ce soir la guerre d'indépendance du Cameroun. Entretien signé ce soir Sophie Alivi et Khalid Doussi pour la France. Regardez. Déjà 3 romans à son actif. Max Lobé fait déjà figure de relève de la littérature africaine francophone. Entre autodérision et expression savoureuse, ce jeune conteur camerounais a su créer un univers bien à lui. Mes personnages ont un certain langage, ont un certain parler que j'essaye de transformer en oralité et à le déposer sur une feuille de papier pour que le lecteur puisse lire et comprendre ce que ces personnes disent avec leurs mots, avec leurs gestuels, avec leur langue. Dans Confidence, Max Lobé retourne aux sources.
L'héroïne, une vieille dame de 80 ans, raconte à l'écrivain la guerre d'indépendance du Cameroun. Ce qui était important avec ce livre-là, c'est de ne pas laisser tomber aux oubliettes la mémoire de ces personnes, de rappeler qu'il y a eu des événements, comme ils les appellent, qu'il y a eu des choses atroces qui se sont passées, et dans le même temps, essayer de voir quel est le rapport que moi, aujourd'hui, j'ai avec cette histoire-là. Une histoire qui a encore bien du mal à passer. Après la Première Guerre mondiale, le Cameroun devient une colonie française à l'est et anglaise à l'ouest. Dans les années 50, un mouvement indépendantiste vient remettre en cause cette occupation. L'armée française, aidée par les milices locales, réprime alors la contestation. Les populations civiles sont internées, les nationalistes traqués, torturés, voire éliminés. Malgré l'indépendance du pays en 1960, la répression continue jusqu'au début des années 70, faisant des dizaines de milliers de victimes. Vous voyez sur la couverture du livre, il y a cette image d'un enfant. Parce que je voudrais vraiment que les plus jeunes, que ce soit au Cameroun ou en France d'ailleurs, qui puissent être au courant de ce qui s'est passé. Apprendre l'histoire, ce n'est pas renforcer les rancœurs. Apprendre l'histoire, c'est simplement éviter qu'elle ne se répète d'une autre façon dans une autre époque. Un tabou brisé pour la première fois en juillet 2015 par François Hollande, qui a déclaré vouloir faire toute la lumière sur cette période. Max Lobé, lui, travaille déjà à son prochain roman. Toujours consacré au Cameroun, il s'agira cette fois de Boko Haram. Pays de verdure, donc aux portes de la Normandie et du Val-de-Loire. Le Perche, c'est son nom, il a été créé et façonné par l'homme et la nature. Reportage signé ce soir Max Cour, Guillaume Brunet et Anne-Gaëlle. On est certain qu'on faisait déjà des trognes il y a plus de 3000 ans, puisqu'on a retrouvé en Angleterre des vestiges de trognes datés au carbone 14, 3400 ans. Le percheron, c'est de toute évidence le cheval le plus célèbre au monde. Il a eu une aventure extraordinaire, mondiale, planétaire. Doucement. Tout ce qu'on peut simplifier à la voix, ça nous donne une main supplémentaire. Nos mains, c'est simplement une confirmation de l'ordre qu'on a donné. C'est tout. Aux portes de la Normandie et du Val-de-Loire, le Perche a été façonné par l'homme. Terre de prairies et de haies, l'identité paysagère percheronne est liée à l'histoire de l'arbuste paysan, dans lequel Dominique lit comme dans un livre. Ça, c'est la mémoire de l'arbre qui est là, qui est inscrite. Et on peut arriver à savoir à peu près la dernière fois que ces arbres ont été taillés. J'arrive à peu près à 60 ans. Jadis, on étêtait les arbres pour cultiver leur rejet. C'est l'art de la trogne. La trogne, c'est un arbre de cueillette. On peut dire que c'est un taillis perché sur un tronc et qui, à chaque fois qu'on le taille, comme un taillis classique, va repousser, mais en hauteur, pour ne pas être mangé par les herbivores, parce que c'était la production paysanne de bois d'œuvre, de bois de chauffage et même de fourrage, puisque ces trognes, on les a aussi appelées des prairies aériennes. Les rejets de ces trognes vont ainsi régénérer la nature. Un vrai miracle. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des bourgeons dormants qui vont repartir de la tête pour refaire un taillis. C'est tout simplement le bon sens d'autrefois. Et la trogne possède aussi d'insoupçonnables vertus pour l'environnement. C'est d'abord une production durable, renouvelable, de proximité, et puis qui fixe le carbone, puisque le tronc est toujours là en présence et grossit au cours des années. Et puis, je dirais, la cerise sur le gâteau,
c'est la biodiversité apportée par ces arbres avec les oiseaux cavernicoles, les chauves-souris, les insectes. C'est tout un ensemble qui fait que ces arbres sont vraiment dans la modernité. Alors, au plus près de son bocage, Dominique répertorie et consigne les alignements de trognes. Un inventaire du génie paysan. C'est un patrimoine tellement menacé, fragile, et puis ça peut être des paysages entiers qui s'effacent de nos mémoires. Et je pense de consigner, c'est très important, parce que c'est vraiment un patrimoine inouï. L'autre emblème de la région, c'est le percheron, cheval de trait par excellence dont la force et la puissance ont construit la légende depuis les pâturages du château Saint-Jean à Nogent-le-Rotrou. Le cheval percheron est originaire du Perche et plus précisément d'une bande de terrain le long de l'Huine, la rivière qui coule à Nogent-le-Rotrou, et sur une bande de 100 km à peu près. Et c'est de là qu'est parti le cheval percheron qui a atteint une renommée internationale, planétaire. Photographe de métier, Jean Léo s'est pris de passion pour ce cheval qui participa à la conquête de l'Ouest. Les Américains sont arrivés en très grand nombre dans le Perche pour acheter des chevaux par centaines, puis par milliers. Dans les années 1900, on avait parfois jusqu'à 3000 chevaux qui partaient vers les États-Unis. Donc ça a été la grande épopée du cheval percheron qui est parti en fait peupler les vastes plaines américaines qu'il fallait mettre en culture. Et donc le cheval percheron a été le moteur de l'agriculture américaine à cette époque. Dans le Perche aujourd'hui, le percheron reprend du service pour la culture maraîchère, comme dans les milieux sensibles. Il n'est pas rare de le retrouver pour le débardage en forêt. Alors c'est vrai que l'aspect esthétique est très important. C'est un être humain et un cheval. L'un ne va pas sans l'autre. J'ai coutume de dire quelquefois que quand on me dit qu'est-ce que c'est le cheval percheron, j'ai envie de dire c'est une corde. Le débardeur professionnel, il n'a qu'une corde. C'est-à-dire qu'il a un anneau central derrière le collier et le cheval, on l'éduque de façon à l'orienter selon les petits trucs qu'on lui donne. Et ça, c'est des codes. Gauche. Oh oh. Le cheval de trait, la trogne, un héritage toujours bien vivant. Avec cette nature qui a une force de résilience extraordinaire, on est capable de créer des solutions inventées par les paysans parce qu'ils ne pouvaient finalement pas faire autrement. Toutes ces nouvelles utilisations, que ce soit en travaux forestiers ou dans la vigne ou dans l'agriculture, ce sont bien évidemment des gestes qui se sont transmis de génération en génération pendant des siècles. Et la réutilisation du cheval de trait n'est pas un retour vers le passé, mais c'est bien quelque chose qui est entièrement tourné vers l'avenir. Et demain, dans le Grand News, nous verrons que les femmes détenues, pour elles seules, c'est une double peine, c'est ce qu'elles disent. Nous verrons cet entretien exceptionnel. N'oubliez pas la rediffusion du Grand News cette nuit à minuit et demi. Moi, pour ma part, je vous retrouve demain à 20h15 avec notamment Joseph Cabri pour The People. Il a fait le tour d'horizon de l'actualité People. À demain.